exemplaires. Et je la remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui, ce week-end férié. Merci. Bonjour à tous. Merci à Dr. Follier pour son invitation pour présenter cette étude de mesures de flux coronaire qu'on a commencé depuis 1 an et demi. Pour dire un peu de rationnel, pourquoi on a commencé cette étude, pour deux choses. Si on regarde notre collègue cardiologue interventionnel, quand ils font leurs angioplasties, même s'ils se sont parfaits, assez capables, ils vérifient toujours le résultat par deuxième injection pour voir est-ce que le stent est bien mis ou pas. Et c'est pas rare qu'on voit qu'ils ont répété leur geste en ajoutant un autre stent ou post-dilatation ou quelque chose. Parce que on est jamais sûr de résultat, on n'est jamais parfait. Pourquoi pour le pontage, les chirurgiens ne devraient pas faire la même chose? Ça veut dire qu'on vérifie notre pontage à la fin d'opération par une technique qui va nous montrer objectivement est-ce que les pontages ont bien fait ou pas. Deuxième chose que le professeur de Souza a montré, c'est que cette mesure de flux coronaire, c'est déjà dans les recommandations. Et il a même avancé de classe 2A. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? La flèche ou le... La flèche. Il faut se diriger vers le... Je prends quelque part. C'est ça, non? Oui, pour fonctionner. Il faut appuyer fort. Ah, il faut appuyer fort. Ça marche. Donc, dans la nouvelle recommandation, il a passé de classe A. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'au niveau probe, on ne dépasse pas niveau C. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas... Oui, j'ai appuyé trop fort cette fois-ci. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui utilisent cette technique. Et ils ont fait une étude. Il y a seulement 20% des chirurgiens en Nord-Amérique qui vérifient leur pontage par cette technique à la fin d'opération. Et tout ça à cause de fautes sur l'intérêt de cette mesure de flux coronaire. C'est pour ça qu'on a mis en place cette étude pour vérifier l'intérêt de Transit Time Flow Measurement ou mesure de flux coronaire à la fin des pontages. Donc, on a mis en place une étude qui est prospective, nationale, multicentrique. Il y en a plus que 15 centres qui ont accepté de participer dans cette étude. On a décidé qu'on va arrêter l'étude dès qu'on a 2500 patients enregistrés dans la base de données. Et pour chaque patient, le suivi arrête 1 an après la date d'opération. Cette étude est sous la surveillance directe de Société savante de chirurgie thoracique cardiovasculaire. Donc, même si on utilise la machine de laboratoire Medestime, ils n'ont rien à dire sur le résultat de cette étude. Ils n'ont pas financé cette étude. Donc, je répète leur nom parce que c'est leur machine qu'on utilise. Mais le résultat, vraiment, c'est le résultat qui est sur surveillance directe de Société savante de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Le critère d'inclusion, c'est des pontages coronariens isolés. On a décidé de ne pas inclure les chirurgies combinées quand on fait le pontage en extrême urgence. Et si les chirurgiens font une endartérectomie pendant le pontage coronarien pour ne pas avoir les biais sur le résultat. Notre objectif principal, comme je vous ai dit, c'est pour trouver l'intérêt de l'utilisation de cette mesure de flux coronaire à la fin des pontages coronariens. Et l'objectif secondaire, c'est vérifier la corrélation que ça peut exister entre le résultat de cette mesure et le survenu des événements indésirables, comme mortalité même, en post-opératoire pendant 1 an. Donc, comme je vous ai dit, cette mesure, ça se fait par technique Doppler avec la machine que le laboratoire Medestime a mis à notre disposition. Le mesure, ça peut faire sur le pontage en faisant CEC ou pas CEC. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, on est un peu en retard. Si quelqu'un a besoin de plus d'informations, je peux donner au moment de pause. Les sondes qu'on utilise sont des sondes qui peuvent avoir 2 formes, avec ou sans manche. Dans notre pratique, on a vu que sans manche, c'est plus simple à utiliser, surtout quand on est en train de mesurer les flux de pontage derrière le cœur. Il y a différentes tailles de sondes. L'important, c'est de choisir la bonne taille pour le greffon parce que le greffon Safen et mammaire sont de différentes tailles. Donc, il y en a différentes tailles de sondes qui sont importantes sur le résultat. Si ça passe. Je vous ai mis cette film-là, si on peut faire fonctionner, parce que je ne sais pas comment je peux faire ici.
Vous pouvez faire fonctionner cette film, s'il vous plaît? Et diapo d'avant. Oui, c'est ça. En bas, il y a un flèche. Si vous cliquez dessous, vous allez voir. Vous pouvez avancer un peu sur le film. Ça, c'est un pointage Y que notre collègue vous a montré qu'on fait. Avancez un peu plus sur le film, s'il vous plaît. Non, sur le film, par la flèche. Je voulais vous montrer comment on fait la mesure. Si, il y a un barre en bas de diapo. Si vous avancez dessus, vous pouvez avancer. Non, vous n'arrivez pas? C'est fixe? OK. Donc peut-être qu'il faut qu'on s'en passe parce que ça peut être un peu long. On vérifie ici comment ça se fonctionne et après on va faire le greffon, on va voir comment ça avance. Si ça va vite, on va expliquer. Vous voyez les flux coronaires? Sympa. Peut-être tu peux laisser le film, ça peut intéresser nos amis cardiologues. Oui. Donc ici, vous voyez le pointage avec ma main gauche qui est faite sur diagonale et IVA. Et après, on va utiliser le jambage droit pour aller pointer les artères qui sont derrière. Ici, vous voyez comment on fait la mesure. En fait, cette sonde que je vous ai montrée, on met en distance de 1,5 cm de pointage. Par exemple, ici, on est en train de vérifier le flux coronaire à travers de ma mère vers IVA. Et on peut faire tout ça sur des autres greffons. Et à la fin, on peut voir le résultat. On peut passer sur l'autre diapo parce qu'après, il n'y a pas plus de choses à dire. Peut-être si tu cliques sur... Oui, je suis en train de cliquer. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit sur l'image, en fait, on voit sur le monitoring de machine cette image-là, qu'on peut tirer beaucoup d'informations dessus. On peut, en branchant le machine sur l'OCG de patient, on a une courbe, que cette courbe va nous donner beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des flux compétitifs ou pas? Si on a pointé sur un artère que les sténoses n'étaient pas sûrs, c'était 60%, c'était 70%, on ne savait pas. Par cette mesure, on peut savoir est-ce qu'on a pointé sur un artère avec un flux compétitif ou pas. Mais il y a 3 chiffres qui sont les plus importants. En haut, à gauche, vous avez un chiffre qui, numéro 5, montre le flux à travers de pointage qui s'appelle Mean Gradient Flow. Après, en haut à droite, on a PI, Pulsatility Index, ou en français, on a dit index de résistance. Ça va nous montrer est-ce que l'anastomose est bien faite ou pas, et d'autre part, va nous montrer est-ce qu'on a pointé sur un artère qui avait un bon lit d'aval ou pas. Et on a un autre chiffre qui est en bas à droite, DF, diastolic filling, et ça va nous montrer est-ce que remplissage des pontages, ça se fait plus part de temps au moment de diastole ou pas. Parce que si ça se fait au moment de systole, ça veut dire qu'on a des flux compétitifs. Et pour être sûr que les chiffres et les images qu'on voit sur cette machine sont correctes, vous voyez cette couleur verte. En fait, cette partie-là, c'est un coup de couleur qui va nous montrer est-ce que le contact de sonde pour mesurer les flux coronaires est bon contact ou pas. Avec cette sonde, si c'est dans la couleur verte ou jaune, ça veut dire qu'on a un bon contact avec le pointage, et le résultat, on peut compter dessous et on peut enregistrer le résultat. Si c'est orange, ça veut dire que le résultat c'est faux et le contact de sonde avec le pointage n'est pas bien fait. Est-ce qu'on a des seuils normaux pour ces 3 chiffres que je vous ai parlé? Oui. En fait, l'étude qui est faite le plus sur cette mesure de flux coronaire, c'est Madame Kaiser qui a fait au Canada, qui l'a publié en 2010. Pour Mean Gradient Flow, on a une limite de 15 ml par minute. Pour Pulsatility Index, si on pointe sur les patients avec des bons lits d'aval, ça doit être moins de 3. Pour les mauvais lits d'aval, comme les diabétiques, moins de 5. Et le diastolic filling doit être toujours supérieur à 45%. Et ici, vous voyez l'image d'une vraie mesure qu'on a fait sur un patient. Donc, sur Mean Gradient Flow, on est 24 plus que 15. Sur Pulsatility Index, on est 1,7 moins de 3. Et sur diastolic filling, on est à 59% plus que 45. Et on voit que sur le code couleur, le contact était bon. Donc, le résultat, ça peut rentrer dans la base de données.
Mais sur ces 3 chiffres, le chiffre qui c'est le plus important, et Mme Kaiser a trouvé le chiffre qui est en corrélation significative avec le Major Advanced Cardiac Event en post-opératoire, c'est Pulse State Index ou index de résistance. Si cette mesure est plus que 5, il faut réfléchir 2 fois sur le pointage qu'on a fait avant de faire sortir le patient de bloc. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose qui est erroné dans ce pointage. Il faut vérifier. Le facteur qui est sorti le plus sur ces 3 chiffres, c'est le Pulse State Index. Mais par contre, pour ces 3 chiffres, c'est pas très simple à décoder. Si vous regardez, c'est Mme Kaiser qui a mis cet algorithme dans son article. On peut aller de vrai négatif à vrai positif. Il y en a plusieurs différentes catégories de combinaisons de ces 3 chiffres que ça peut exister, qu'à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il faut aller réviser l'anastomose. Donc, connaître tout ça, c'est très important. C'est pour ça que le laboratoire Medestime, à la fin de cette congrès, va mettre à votre disposition des carnets qui va expliquer tout ça en détail pour savoir quand il faut vraiment aller réviser l'anastomose et quand vraiment c'est pas nécessaire. Et il y a d'autres problèmes qui existent, que ça n'a rien à voir avec la technique chirurgicale. C'est pour cette raison qu'en fait, on n'a pas... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas vraiment à appuyer correctement sur cette... Pointe vers le viseur peut-être. Peut-être que le batterie qui est un peu, je ne sais pas. Bref, c'est pour cette raison qu'on ne demande pas les chirurgiens qui participent dans cette étude changer leurs habitudes. S'il y a un chirurgien qui pense qu'il a bien fait ses pontages et par contre le résultat qu'il voit sur la machine, c'est pas dans les seuils normaux, on n'oblige pas les chirurgiens d'aller changer son pratique. On ne demande pas qu'ils révisent l'anastomose. Ils peuvent faire s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas dans le critère de cette étude. Cette étude, c'est vraiment observationnel. Les chirurgiens, si les chiffres sont bons ou pas bons, il fallait qu'ils le rentrent dans la base de données. Et après, s'ils ont révisé l'anastomose, la deuxième catégorie de chiffres qu'ils ont trouvé après la révision des anastomoses, il faut rentrer ça aussi dans les bases de données. Et comme ça, à la fin, on peut trouver est-ce qu'il y a des corrélations, est-ce qu'il y a des intérêts sur cette mesure de flux coronaire ou pas. Donc, comme je vous ai dit, en pratique, on a mis en place une base de données informatisée que les chirurgiens peuvent rentrer dedans pour remplir les cahiers. On n'a pas vraiment besoin de consentement des patients parce que cette mesure de flux coronaire est déjà dans les recommandations, donc il n'y a pas nécessité de demander le consentement des patients. Et en pratique, les chirurgiens, par le lien que vous voyez en haut, vont rentrer dans cette base de données informatique. Il y a un mot de passe qui va donner à chaque chirurgien qui accepte de participer dans cette étude. Et comme ça, on va rassembler les facteurs qui vont rentrer dans cette base de données. C'est pas grand-chose. En fait, c'est sexe de patient, la date de naissance, les facteurs de risque comme tabac, diabète, hypertension. Les résultats de coronarographie, c'est important pour voir les artères qui ont la pointe dessous, est-ce que c'était sténosé, à quel degré. Et à la fin, on va rentrer les 3 chiffres après les mesures de flux coronaire dans cette base de données. Ok. Si je veux faire un état de Lio pour la terminer, cette étude a commencé janvier 2017, mais ça a pris un peu de temps pour faire rentrer les patients dans la base de données. Maintenant, au juin 2019, quand j'ai présenté à SFCTCV, on était à peu près à 600 patients qui sont déjà rentrés dans la base de données. Mais par contre, sur les 15 centres qui sont acceptés de participer, il n'y a pas plus que 7 qui sont commencés à faire rentrer le résultat dans la base de données informatisée. Donc, pour terminer cet exposé, c'est que pour un take-home message, je peux dire que mesure de flux coronaire est déjà dans les recommandations. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça va pas ajouter sur le temps d'opération énormément. Donc, ça sera pas mal si on le fait. Comme ça, on est sûr de résultats de pontage et on ne fait pas sortir des patients de bloc opératoire avec des pontages défectueux. Merci pour votre attention. Merci Morgane, super. S'il y a des questions, alors Amandor, on va commencer, on ne l'a pas fait encore, mais on va participer à l'étude. Il faut juste que je mette en place acheter les petits devices, là, je ne sais pas comment on t'appelle ça. Et dès qu'on les a, tu nous montreras. Et je crois que j'ai un assistant qui sait le faire, mais voilà, parce que je pense que c'est important de le faire. Ça me rappelle, il y a 15 ans, la board le faisait déjà à Montsouris. Et on avait arrêté parce que c'était compliqué à l'époque, mais je pense que c'est très important. Ouais,
Miguel, vas-y. Juste une question, parce qu'après, je veux dire, il y a pause. Après. C'est intéressant. Ce qu'il faudrait, j'ai pas bien compris, l'objectif, comment vous allez le chiffrer? Parce que c'est bien gentil, mais bon, vous allez montrer, qu'est-ce que vous allez mesurer, comparer Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. En fait, on a dit que... Parce que là, vous auriez comparé, vous auriez pu dire, on va randomiser un groupe de chirurgiens, soit avec le TTFM, soit sans, et puis voir les maïs. Et là, c'est pas... Non, tout le monde fait le mesure, ils ne vont pas faire changer leurs habitudes, mais après, si, par exemple, quand le patient est en réa, en 24 heures, on voit qu'il y a un changement d'OCG, un montée de tropo, on fait recours à angiographie. Donc, ils font ça va rentrer dans les bases de données. OK, les chiffres n'étaient pas bons. On a fait une angiographie. Il y avait un instrument qui était bouché. Ils ont fait angioplastie. Ça, à la fin, on a dans l'étude. Sur un an, il y a un patient qui a fait un morsopide, un patient qui a fait un infarctus. On revient sur les chiffres qui étaient enregistrés pendant l'opération. Le chirurgien n'a rien fait. Les chiffres n'étaient pas bons. Ah oui, c'est arrivé un infarctus. Donc, ça paraît choléra. Je ne sais pas. On va voir comment on va gérer tout ça. Mais malheureusement, pour randomiser ou obliger les chirurgiens de changer leurs habitudes, c'était un peu difficile. Donc, vraiment, c'est observationnel pour l'instant. Ok, on vous dira dans un an ou deux. Ouais. Alors, si vous êtes d'accord, merci beaucoup. On va conclure. On va prendre un quart d'heure de pause pour la prochaine session. Et donc, 11h15. Merci. Merci à tout le monde.